Daniel Richard en compagnie de Denis Gauthier. Denis, je veux qu'on vienne sur la victoire du Canadien hier jeudi contre l'Avalanche du Colorado. Je regardais ça, puis je sais que l'Avalanche ne traverse pas ses meilleurs moments. D'ailleurs, dans les 3 dernières semaines, c'est la 3e fois qu'ils perdent un match 7-3. Ils avaient perdu la veille aussi contre les Sénateurs. Malgré tout ça, là, ça reste la première position au classement général. Puis je regardais le Canadien et je me suis surpris à être pas tant surpris de voir le Canadien, en tout cas offensivement, malmener Ouais. l'Avalanche. Puis j'ai eu la réflexion, OK, est-ce que le Canadien est rendu ailleurs, là? Je veux dire, en tant que force de frappe, en tout cas offensive, je sais que défensivement, Ouais. il y a du travail à peaufiner, les gardiens, mais de ne pas être tant surpris de voir que le Canadien malmène offensivement, peut-être la meilleure équipe dans la Ligue nationale. Je pense que ça veut dire quelque chose, puis ça veut dire que, en tout cas, offensivement, dans le top 6, on est. Moi, j'ai 37 ans, là. Je ne suis jamais passé proche de voir une attaque comme ça avec le Canadien. Oui, je pense que le Canadien est rendu à la prochaine étape. Il n'est pas rendu à jouer avec les grands de façon constante, je te dirais. Tu sais, si on se dit la vérité, on n'a pas vu le match A de l'Avalanche du Colorado. Ouais. Le match d'avant, les Golden Knights de Vegas, on n'a pas vu le match A non plus de cette équipe-là. Mais c'est pas pour enlever le crédit aux Canadiens que je dis ça. Le Canadien peut rivaliser à n'importe quel moment, n'importe quel soir, avec les meilleures équipes de la Ligue nationale, tant aussi longtemps que les gardiens font le travail. Pour moi, les deux derniers matchs, Jacob Dauberche, qui est en train de se bâtir une réputation comme un joueur ou un gardien de but qui gagne ses matchs, sans nécessairement toujours être parfait, spectaculaire et accordant juste un ou deux buts par match. C'est un gars qui trouve une façon, qui est combatif, qui gagne ses matchs présentement. Et je me demande où le Canadien serait cette saison si on avait eu un pourcentage d'efficacité qui était, je dirais, raisonnable à travers la Ligue. Parce que tu regardes la façon dont le Canadien accorde des buts cette saison. Le Canadien vient au 26e rang en Ligue nationale présentement au pourcentage d'efficacité de ses gardiens de but. Le pourcentage d'efficacité de 8,79. Et pourtant, on est parmi les meilleures équipes de la Ligue au classement général, surtout dans l'Est. On est une équipe qui rivalise soir après soir, qui a une force de frappe offensive, beaucoup de talent, beaucoup de dynamisme, et on marque des buts à l'attente. Donc, si les gardiens de but, pour moi, avaient fait un meilleur travail, disons juste, on garde les buts pour un pourcentage de 900 cette année. Où le Canadien serait présentement? Mon feeling, on aurait accordé peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de buts de moins, et on serait possiblement dans le top 5 ou 6 à travers la Ligue nationale présentement au niveau des points accordés. Cela dit, le Canadien est une équipe qui progresse, qui mature, qui continue d'évoluer, qui prend beaucoup d'expérience, qui accumule du bagage. Et ça, pour moi, Martin Saint-Louis, Ked Hughes, Gorton doivent nécessairement être très contents, très fiers du développement. Il reste encore du travail à faire, des trous à combler, à mon opinion, soit dans le but, soit au niveau des attaquants. Peut-être un défenseur défensif, mais c'est une équipe qui s'en va nécessairement dans la bonne direction. Il faut continuer d'être patient, parce que la rapidité avec laquelle le Canadien progresse présentement est plutôt positive, je te dirais. Tu sais, je regarde ça, Denis, dans l'Est. Dans l'Ouest, tu as l'Avalanche, tu as Vegas, tu as les Stars. Tu as des équipes qui sont à maturité puis qui sont bonnes depuis longtemps. Dans l'Est, je te dirais que tu as le Lightning, qui est probablement dans une classe à part. Après ça, tu sais, en série, je te dis pas que le Canadien est la deuxième meilleure équipe de l'Est. Mais est-ce que à part le Lightning, peu importe qui on affronte au premier tour ou dans les tours subséquents, est-ce qu'on peut vraiment dire que le Canadien part avec le statut négligé contre à peu près n'importe qui dans l'Est, sauf peut-être le Lightning? Je te dirais, dans la majorité des confrontations, probablement oui. Le Canadien aurait probablement avantage au niveau de l'enthousiasme, au niveau des prévisions aussi, mais c'est vraiment la jeunesse et la fougue de ce club-là pourrait permettre aux Canadiens de gagner une ronde, potentiellement deux, dépendamment des adversaires qu'on affronte. Cela dit, si on affrontait les Panthers de Floride, aussi, je dirais, moyen que l'équipe a joué par moment cette saison. On connaît les meilleurs moments-là. Si les Panthers rentraient en séminatoire, le Canadien affrontait, j'aurais tendance à dire que l'expérience et la maturité des Panthers leur donneraient un avantage. Barkov qui recommence à patiner, potentiellement reviendra quelque part en séminatoire. Tkachuk qui est revenu. L'expérience des 3 finales. Je comprends que la fatigue est un facteur, mais c'est une confrontation pour le moment qui me ferait douter un peu des chances du Canadien. Cela dit, il y a tellement d'équipes qui jouent bien présentement. Tu regardes les Red Wings de Détroit, les Sabres de Buffalo. C'est des équipes qui ont un momentum incroyable. Comme la plupart des équipes, les 4 ou 5 premières équipes dans l'Est, tu ne veux pas affronter ces équipes-là. Le Canadien fait partie de ces équipes-là quand on regarde l'inverse. Le Canadien n'est pas une proie facile et on ne veut pas nécessairement affronter le Canadien.
Tant aussi longtemps que les gardiens font le travail, je me répète, ça va venir un discours pour moi qui va devenir peut-être redondant d'ici la fin de saison, et on a pris des mesures pour potentiellement adresser cette situation-là cette semaine avec l'embauche de Marco Marciano. Mm-hmm. Si le Canadien a des gardiens de but qui font le travail, le Canadien est une équipe dangereuse contre n'importe quelle formation de l'Est présentement. Puis, cela dit, le Lightning est d'une classe à part, oui, mais c'est pas une série pour moi qui se finira en 4, on en convient. Oui. Je suis d'accord avec toi. OK, deuxième sujet, puis je suis content de te parler. Je suis content de parler à un ancien défenseur là-dessus. Kaiden Guhle hier, la mise en échec. Tu sais, c'est dur pour le partisan, puis je m'inclus là-dedans, c'est dur à juger parce qu'on n'a jamais, évidemment, on n'a jamais joué dans un calibre de cette vitesse-là. À vitesse réelle, je comprenais pas qu'il n'y avait pas de pénalité. Après ça, à la reprise, c'est pas la première fois que j'ai cette réflexion-là avec Kaiden Guhle. J'ai l'impression qu'il a peur d'être en retard sur le jeu par rapport à l'adversaire. Fait qu'il va juste essayer d'aller harponner la rondelle un peu plus loin. Mais quand tu fais ça, tu t'avances, tu baisses ta tête, tu te rapetisses, puis tu te mets dans la zone de contact. Tu te rends vulnérable. J'ai l'impression que Kaiden Guhle... Puis si tu fais pas ça, Denis, peut-être que le gars l'autre bord arrive avant toi, puis là, la rondelle reste en fond de territoire, puis tu es embouteillé pendant 30 secondes encore. Comment tu gères tu gères le facteur de pas de blessé, mais d'essayer d'aller chercher la rondelle? Ça n'a pas l'air évident. Puis Kaiden Guhle est souvent pris là-dedans, on dirait. Bien, en fait, les répétitions, c'est l'expérience, c'est de savoir qui t'affronte présence après présence lors d'un match. Mais évidemment, Kaiden Guhle est un joueur qui, une fois de temps en temps, s'expose à des mises en échec vulnérables. C'est certain que cette mise en échec-là, à temps réel, te fait penser que c'est un coup vicieux de Manson. Ouais. Mais mets-toi dans la position de Manson qui voit Kaiden Guhle patiner 30, 40, 50 pieds pour descendre, et Guhle a une réputation, lui aussi, d'un joueur costaud, un joueur robuste, un joueur qui est capable de donner des mises en échec, et lui doit s'attendre à avoir une mise en échec. Dernière seconde, Guhle, lui, s'étire le bras, baisse son levier, son centre de gravité change et s'expose à un contact que Manson se préparait probablement à avoir un contact épaule à épaule. Je dis pas que c'est une mise en échec qui méritait peut-être pas 2 minutes. Mais ça ne méritait pas une majeure. Le joueur qui reçoit la mise en échec a une certaine responsabilité de se protéger, de ne pas s'exposer et d'être prêt à recevoir les coups comme ça. Le coup est venu, tu sais, Guhle a eu le temps de mettre son bras, le coude, lorsque tu le mets, puis je comprends les arbitres d'avoir vu la révision et on a fait le bon processus pour en arriver, mais quand Manson arrive au point de contact, il frappe le bras et le haut du corps de Guhle et la tête, c'est vraiment le haut du bras, c'est pas le coude est bien serré et le coup a l'air beaucoup plus vicieux et pire qu'elle n'était en réalité. T'sais, heureusement, Guhle n'a pas été blessé, pas eu rien de grave, a terminé le match, probablement juste un air, probablement juste un burner ou un stinger qu'on dit en anglais, peut-être ça l'échauffe, élongation dans le bras, peu importe, il semble avoir rien de sérieux dans ce cas-là. Mais il va falloir que Guhle apprenne lorsqu'il arrive dans des confrontations qu'il va frapper ou qu'il va se faire frapper, à trouver une solution. Des fois, là, tu sais, oui, on veut la rondelle à tout prix, on veut faire progresser le jeu, on veut sécuriser la rondelle à tout prix. Mais il y a des fois qu'il faut que tu joues les pourcentages et dire, peut-être celle-là ne vaut pas la peine. Et ça vient avec la maturité et l'expérience et une certaine reconnaissance des situations, qu'elles soient au centre de la patinoire, qu'elles soient le long des rangs, ça ne change pas. Tu as toujours une évaluation des risques que tu dois faire lorsque tu te présentes dans une confrontation pour une rondelle ou pour un contact. Et c'est là que, pour moi, Guhle doit faire attention un petit peu plus. Je ne suis pas contre le fait que Manson n'a pas eu rien de majeur. Comme je le répète, ça semblait plus vicieux sur le coup qu'en reprise. 1-2 aurait réglé bien peut-être des choses, mais les deux joueurs ont une part de responsabilité là-dedans, ça c'est certain. Tu sais, là, tu parles de la part de responsabilité de Kaiden Guhle. Tu étais un défenseur physique. Tu étais un défenseur qui, son pain, son beurre, c'était les grosses mises en échec. Est-ce que tu regardais contre... Si tu jouais contre Théorène Fleury, tu ne l'approchais peut-être pas de la même façon que si tu jouais contre Eric Lindros. Est-ce que toi aussi, tu avais une part de responsabilité à prévenir les coups pour pas que ça paraisse mal après, puis que tu sois chassé même si tu ne méritais pas une pénalité? Oui, 100%. Puis, soit que je recevais le contact de ces joueurs-là ou que je m'approchais contre ces joueurs-là. C'est sûr que la première année, deuxième année,
des fois, c'est un peu plus difficile. Goulet n'en est pas à ses premiers pas dans la Ligue nationale. Devrait, C'est ça. à ce stade-ci de sa carrière, même s'il a manqué beaucoup de matchs, il a suivi l'équipe, il a suivi les matchs, il regarde les matchs, connaît les joueurs à travers la Ligue, il doit reconnaître qui est sur la patinoire après un certain nombre d'années. Moi, évidemment, j'étais sur la patinoire. Plus ma carrière avançait, plus j'étais à l'aise à voir qui j'affrontais. Et chaque bagarre pour des rondelles libres, tu reconnais les joueurs, tu sais à qui tu vas affronter et tu sais le genre de scénario possible qui pourrait arriver. Tu sais, est-ce que lui arrive avec des mauvaises intentions? Est-ce que certains joueurs arrivent simplement pour la rondelle? Est-ce que il y a des joueurs qui, tout simplement, vont éviter le contact parce qu'ils ont peur et eux ne veulent pas arriver à des confrontations, tu vas avoir une rondelle rapide. Ça vient avec l'expérience et répétition et la reconnaissance des joueurs. Donc, oui, évidemment, lorsque moi je jouais, c'est quelque chose auquel je portais attention et la rondelle importait la majorité des moments. Mais si j'ai Eric Lindros, j'ai Georges Laraque ou d'autres joueurs qui venaient pour me mettre en échec, des fois, ma santé passait en premier. Je trouvais une situation où je ne donnais pas la rondelle, mais j'accueillais le contact d'une façon bien différente que dire que je mettais ma priorité sur la rondelle. Tu te mets raide et t'espères pour le mieux. Troisième sujet, Denis, je veux parler avec toi. Nick Suzuki, l'autre gros match hier. C'est, tu sais, en avantage numérique, Nick Suzuki dans la Ligue nationale appartient à l'élite. Il est troisième pointeur en avantage numérique, derrière Connor McDavid et Leon Draisaitl. Tu sais, je me posais la question, à Milan, le narratif alentour de Nick Suzuki, c'est que ça va être un joueur de rôle. Ça va être un joueur qui va être utilisé sur peut-être un troisième trio, peut-être à l'aile. Mais tu sais, je me faisais la réflexion, OK, tu sais, tu as Crosby, McKinnon, McDavid, c'est sûr que ça joue en avantage numérique. Si sur les deux vagues, on utilise 4 attaquants, ou 4 attaquants sur la première et 3 sur la deuxième, ça fait 7 ou 8 attaquants qui peuvent évoluer sur l'avantage numérique. Nick Suzuki, est-ce que tu penses qu'il peut remplir un rôle efficace avec son sens du jeu, son calme avec la rondelle, avec l'expérience qu'il a sur l'avantage numérique? Il va assurément être dans le mix, j'imagine, chez les entraîneurs pour compléter une première vague ou une deuxième vague. Il y a ce qu'il faut. Il faut qu'il soit en considération. Maintenant, ça va dépendre de ce que l'entraîneur recherche comme unité, les rôles, les identités. Des fois, tu sais toujours de mettre un casse-tête ensemble. J'ai besoin d'un passeur, j'ai besoin de 2 tireurs sur les flancs, j'ai besoin d'un gars avec du sens du jeu en plein milieu de la boîte défensive, le bumper qu'on appelle. J'ai besoin d'une présence physique, d'un gros bonhomme qui vient voiler la vue des gardiens de but. Ou je veux avec d'autres schémas. J'ai besoin d'un tireur et 3 passeurs et du monde qui prennent des retours au long du flip. Peu importe ce qu'on cherche, ça prend une identité. Et je pense que Suzuki pourrait être un joueur sous-estimé lorsqu'on va venir le temps de choisir les joueurs en avantage numérique parce qu'on ne l'a pas qualifié d'un joueur assuré de son poste tôt dans la saison. Il a gagné son poste à travers la saison. Au fil du temps, c'est un joueur qui, à son crédit, a une polyvalence qui est élite, qui est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'on le considère en avantage numérique. On pourrait le mettre sur un top 6 là-dedans parce qu'il complète 2 bons joueurs. On pourrait le mettre sur un 3e, 4e trio parce que c'est un joueur responsable. On pourrait aussi le mettre en infériorité numérique parce qu'il gagne des mises en jeu, parce qu'il a un sens du jeu. Il est excellent défensivement. Ça, c'est des qualités qu'on peut lui donner et il a une polyvalence qui l'honore. Mais tu regardes, quand on le compare, les joueurs potentiels qu'on pourrait voir en avantage numérique, après ceux que tu as mentionnés, tu regardes un gars comme Celebrini, pour moi, il a sa place en avantage numérique. Reinhardt, avec les Panthers, a sa place. Maintenant, il se bat avec Marchand, Stone, Marner, c'est des joueurs avec qui il va se battre. Mais le joueur le plus productif de tous ces joueurs-là cette saison dans la Ligue nationale, c'est Nick Suzuki. C'est 30 points d'avantage numérique. Tu regardes Celebrini, il vient au 9e rang en avantage numérique, 24. C'est un joueur qui a un talent qui est évident. C'est un talent élite lui aussi, qui est en train de devenir un joueur de concession. Lui aussi, si on veut trouver des rôles à ces joueurs-là, ce ne sera pas autre que l'avantage numérique. Je ne pense pas qu'on va mettre un jeune en infériorité numérique. Donc moi, je pense sincèrement, lorsqu'on va venir la composition de notre casse-tête, je pense qu'il va falloir considérer Nick Suzuki parce que c'est un joueur qui a une versatilité quand même en avantage numérique. Pas reconnu pour un tir de réception foudroyant, mais il a quand même marqué sa part de but de cette circonstance des tirs sur réception avec des passes transversales de Demidov cette année. C'est un joueur dans le passé où on a vu sur le flanc, sur son côté fort, marqué dans le haut du filet avec un tir du poignet. Et c'est un passeur qui est élite, qui trouve des brèches dans la boîte défensive. Et c'est un joueur qui a un gros sens du jeu, qui est patient avec la rondelle. Toutes des qualités qui le met propice à jouer avec l'élite dans un tournoi de Jeux olympiques sur l'avantage numérique. Je pense qu'on doit le considérer. Des beaux problèmes à avoir pour John Cooper. Denis, je te laisse aller. Je te souhaite un bon tournoi olympique. Je sais que tu vas être là et on s'en parle bientôt.
Merci beaucoup. À la prochaine. Salut.